Bonjour et bienvenue sur CLTV pour C'est le sport, l'émission du service des sports de Charente Libre. Aujourd'hui avec moi pour cette émission, Eric Fillot, chef du service des sports. Bonjour Eric. Bonjour. Et Nicolas Guiraud, journaliste au service Actualité Grand Angoulême, mais qui ne veut plus nous quitter, donc il est encore là aujourd'hui. Salut Bonjour Kevin. Nicolas. Il est là parce que c'est Fabrice Landreau, notre invité, donc il pouvait pas ne pas venir. Pour Fabrice, ancien international du 15 de France, parce qu'on va parler rugby aujourd'hui dans l'interview. C'est notre première partie. L'interview avec Fabrice Landreau. Eric, on va parler du 15 de France, mais avant, actualité oblige, il faut parler aussi du SA15. Ouais, juste une petite précision. Ce rendez-vous, Fabrice, il était calé de longue date. On avait calé ce jeudi pour parler du 15 de France, du tournoi qui démarre ce week-end. Il se trouve que l'actualité se télescope, puisque depuis quelques jours, vous avez été sollicité par le SA15 et son président Didier Pichot. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Il en est que Didier Pichot m'a appelé, on se connaît depuis bien longtemps, et puis il m'a demandé si j'avais la possibilité avec un œil extérieur, d'apporter un avis ou un conseil sur aujourd'hui la situation d'Angoulême. Et alors c'est un peu délicat parce que je suis toujours salarié du club de Cognac, donc je lui dis que je pouvais pas, quoi qu'il en soit, avoir plus de prérogatives au SA15, mais en revanche, en tant qu'Angoumoisin, j'ai quand même passé de nombreuses années sur Chanzy, et par rapport à tout ce qui a été fait du SA15 depuis plus de 10 ans, tout cet héritage qu'il y a pour les supporters, ça me semblait naturel de pouvoir peut-être accompagner ou aider le SA15. Mais encore une fois, en étant avec des prérogatives très très loin du terrain, puisque il faut vraiment que c'est Vincent Etcheto et Tanguy Kergrin qui restent aux commandes et qui sont les vrais patrons par rapport à tout ça. Je veux pas surtout faire de conflits ou qu'il y ait une mauvaise interprétation. Complètement. Ça a le mérite d'être clair. Donc on enchaîne le SA15 juste pour finir, qui va jouer vendredi soir à Béziers pour la 19e journée de Pro D2. On y reviendra plus tard. Donc on va enchaîner, Fabrice, avec le tournoi qui démarre dimanche à Rome en Italie, 16h pour le 15 de France. Le 15 de France qui reste sur un grand chelem, 13 victoires d'affilée. C'est forcément le favori de ce tournoi ? Alors oui, puisque ce sont les tenants du titre. Aujourd'hui, je pense on va surtout regarder qui sera capable de remporter le tournoi entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande, qui est également le numéro 1 mondial. Donc c'est déjà la finale avant l'heure. Mais avant ça, il y aura quand même des matchs à effectuer, et notamment ce premier déplacement à Rome qui s'annonce pas si facile que ça. Qu'est-ce qui fait sa force justement à ce 15 de France ? Il y a un encadrement et un fonctionnement de pointe. Alors, effectivement, l'encadrement, tout est à la pointe de la technologie. Il y a beaucoup de compétences dans le staff, mais ce qui fait la force d'une équipe, c'est la puissance de son moteur. S'il n'y a pas un bon moteur, on peut pas gagner des grands prix. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a quasiment 50 joueurs de très haut niveau qui sont capables de porter le maillot de l'équipe de France sans que cette équipe de France baisse de niveau. C'est une génération dorée ? Alors, j'aime pas parler de génération dorée. Je pense que c'est le fruit d'un travail de profondeur de la formation française à travers les clubs professionnels. Et on l'a vu depuis que les Français sont devenus champions du monde des U20, il y a 4 ans. Ils ont été capables de devenir champions du monde 2 fois de suite, et on s'aperçoit que tous les ans, il y a des générations qui sont formées par les académies qui sont gérées par la Fédé, et également les centres de formation, qui ont fait un travail exceptionnel. Et donc, ça permet à tous ces garçons de franchir le cap plus facilement. Vous avez parlé de l'Irlande comme principal adversaire. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Pourquoi l'Irlande ? L'Irlande, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans la continuité. L'Irlande, c'est trois provinces, le Leinster, le Munster et puis l'Ulster. Voilà, le Connacht est un petit peu en deçà, mais en tout cas, ils ont depuis longtemps une formation qui est très élitiste, et on s'aperçoit qu'au niveau européen, ils dominent la compétition avec le Leinster aujourd'hui. C'est une équipe qui, depuis la révolution de Joe Schmidt, est dans la continuité. Il leur manque simplement aujourd'hui ce grand titre mondial qu'ils veulent aller chercher, mais en tout cas, ils ont fait une tournée d'été exceptionnelle, victoire en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait encore un strike, un coup du chapeau cet automne. Voilà, c'est l'équipe aujourd'hui la plus en forme au niveau mondial, et ce sera l'équipe à battre. Et nos amis anglais ? Nos amis anglais, ils se sont mis le bazar eux-mêmes, puisque Eddie Jones, qui a quand même
eu des résultats probants avec une organisation. Alors là, quand on parle d'organisation pointue, je peux vous garantir qu'Eddie Jones, pour avoir travaillé avec lui quelques jours, c'est une référence. Et donc il n'y a pas eu de continuité avec le bureau, le board de la fédération, puisque quand on voit le positionnement de Farrell par rapport à son entraîneur, qui dit que c'est une stupidité d'évincer comme ça l'entraîneur à quelques mois de la Coupe du Monde, donc on part dans le grand inconnu, sachant que Borswick a travaillé avec Eddie Jones, a travaillé avec Eddie Jones au Saracens. Et ensuite a travaillé avec Eddie Jones pour l'équipe d'Angleterre avant d'avoir pris son envol avec Leicester et donc est nommé sélectionneur. Donc c'est quelqu'un qui est pas un novice, pas tant que ça. Ouais. Mais après, ils partent avec un temps de retard sur la France et l'Irlande. Exactement. Ouais. Et avec une pression énorme sur les épaules quand même. Ouais. Pour finir, les Gallois, les Écossais. Les Gallois, c'est pareil. Malheureusement, la greffe Pivac, l'entraîneur Declan Eckley n'a pas réussi à prendre. Les résultats sont vraiment pas du tout bons. Et donc on a fait appel aux bonnes vieilles recettes avec Gatland qui revient, mais là encore c'est un vrai chantier et je pense que pour les Gallois c'est surtout remettre une équipe, une méthodologie et puis se présenter dans les meilleures façons possibles en France en septembre. La Coupe du Monde, quoi, ouais, complètement. Fabrice, cette réussite du 15 de France, c'est aussi en partie quand même celle de Fabien Galthié. Vous avez travaillé longtemps ensemble au Stade Français 2004 à 2009, si je dis pas de bêtises. Puis à Toulon en 2017-2018. On a quelques photos d'archives d'ailleurs. Je ne sais pas si Johan peut nous envoyer ça. Ouais. Vous étiez mignon et jeune à l'époque. On était jeune, jeune entraîneur sans expérience. Complètement, mais avec une belle réussite puisque ça avait débouché sur un Brennus. Et puis 2 finales perdues de Coupe d'Europe et puis de championnat. Ouais. Donc vous étiez jeune. Est-ce que Napoléon perçait sous le Bonaparte Galthié pour le féru d'histoire que vous êtes? Oui. C'est sûr que Fabien, on sentait depuis longtemps que ça allait être un entraîneur et surtout, les joueurs le voyaient plus comme un sélectionneur. Et il a, c'est à l'image de sa carrière. À l'image de sa carrière, il a fait toutes les Coupes du Monde alors qu'il n'était jamais sélectionné. Et en fait, il a toujours été mis en avant par ses pairs en disant mais c'est Galthié qu'il faut, on a nommé Novès, c'est Galthié qu'il faut, on a nommé Philippe Saint-André. Et puis l'heure est arrivée à la fin où on a fait enfin appel à Fabien et aujourd'hui, tout le monde reconnaît à l'unanimité que c'est le poste qui lui va, le costume qui lui va le mieux. Et puis après, il a mis toute son exigence, toute sa méthodologie pour faire en sorte que les joueurs soient du mieux possible et surtout s'imprégner de tout ce qui se fait de mieux à l'extérieur. Est-ce que sa méthode a évolué en 20 ans? En quoi? Oui, forcément. Ouais. Non, elle a évolué. Après, moi, j'ai trouvé un changement radical lorsqu'on s'est retrouvés tous les deux à Toulon, puisqu'il avait déjà en tête ce qu'il est en train de mettre en place avec le 15 de France. Donc, il l'a mis en avant. Il a fallu convaincre quand même Mourad Boudjelal, parce que Mourad Boudjelal était habitué à quelque chose de plus empirique. Là, quand il a commencé à mettre la haute intensité, quand il a parlé de tout ça, le développement optimisé du joueur, pour Mourad, il disait non, moi je m'en fous, moi il peut même jouer aux cartes. Ce que je veux, c'est qu'il gagne les titres. Il dit après, tu te débrouilles comme tu veux, tu mets ce que tu veux, mais non, il y avait déjà toute cette science de la préparation des matchs, méthodologie, et qu'il a mis en place avec les moyens, parce que pour avoir eu Fabien il y a à peu près un mois et demi, il reconnaît la chance qu'il a et que la fédération aujourd'hui, il a un groupe de 30 personnes autour de lui qui l'accompagnent et l'équipe de France, on lui donne les moyens qu'il souhaite. Il veut faire un stage à Cap-Breton, il va faire un stage à Cap-Breton. Donc il a vraiment la fédération lui met vraiment dans les meilleures dispositions possibles et à travers tout ça, lui, voilà, avec tout son staff, il a choisi son staff, chacun est bien positionné à son poste et je pense qu'il y a une osmose incroyable entre le staff et les joueurs de l'équipe de France et les résultats sont là. Fabrice, vous avez connu des entraîneurs de caractère, Maurice Camozzi, Jacques Fourou, Nick Mallette, Bernard Laporte. Il y a un point commun entre tous ces personnages-là et Fabien Galthié? Ah, Fabien est pas comme ça. Ouais. Non, là, on a cité des personnages qui marchent à l'affect, à l'émotion, alors que Fabien a beaucoup plus de recul. C'était un 3/4 déjà, voilà, c'est un stratège, donc il est beaucoup plus lui. L'aspect combat, l'aspect affectif est très important, mais c'est pas son premier facteur. Son premier facteur, c'est plutôt la stratégie, c'est plutôt l'intelligence sur le terrain, comment s'adapter à l'adversaire. C'est plutôt faire preuve de maîtrise.
Et puis après, par contre, c'est un esprit de compétition. Il est redoutable dans cet esprit de compétition parce qu'il est toujours exigeant, quoi, avec lui-même et puis avec ses joueurs. On est loin des discours d'avant-match d'antan de Maurice Camosiu ou de Jacques Fourou. Oui, d'ailleurs, une petite anecdote, si vous me permettez. J'ai pas eu beaucoup de sélections d'équipe de France, mais le 11 novembre 2000, j'ai eu la chance de jouer contre les All Blacks au Stade de France. Oui. Et donc, c'était quand même un match particulier pour le 11 novembre, jour de célébration de l'armistice. Et on avait donc cette équipe de Nouvelle-Zélande et avec un certain Tanau Maga. Et je me souviens, dans le vestiaire, avant de rentrer, on a perdu toute notre lucidité, puisque Fabien, qui ce soir-là était assez énervé, nous a mis dans un contexte un petit peu trop émotif, où on s'est bien brassé les uns avec les autres. Il était votre capitaine. Hein. Il était notre capitaine. On est rentré sur le terrain avec plus aucune notion de collectif stratégie. Je me souviens, Richardo, de vouloir le scalp de Tanau Maga. Et puis, bon, en fait, on a pris 40 points parce qu'on manquait complètement de lucidité. Et j'avais jamais vu Fabien, pour avoir joué avec lui au Stade Français et puis auparavant, plus jeune avec les différentes sélections, j'avais jamais vu Fabien dans cet état-là. Et en fait, c'est pas ses caractéristiques. Ouais. Voilà. Et donc, on s'est trompé. On a rectifié le tir une semaine plus tard. Donc, ça s'est mieux passé. On y reviendra tout à l'heure. Alors, Fabien, il était venu participer à l'entraînement de l'UCS quand vous étiez manager du club, à l'automne 2021. Il y a une amitié, des liens inaltérables entre vous? Ouais. Non, on a passé des moments difficiles, on a passé surtout des moments super agréables. Et puis, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui prend toujours soin de ses collaborateurs, de tous. Hein. Et puis il avait vraiment à cœur, à travers sa mission qu'il a en tant que sélectionneur, de devenir le club amateur. Et puis il m'a dit, si tu veux, j'aimerais bien te voir, te visiter. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça a été un vrai coup de projecteur. Les joueurs étaient super contents. Je pense que l'ensemble du club a été honoré de sa visite. Et puis tous ces échanges avec lui étaient très constructifs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui oublie pas ses copains. Et puis voilà, c'est vraiment pour nous une franche amitié. Ouais. Hormis son goût pour les lunettes à la Jaruzelski, il a un petit défaut quand même. Il aime pas perdre. Ouais. Voilà. C'est une qualité pour un compétiteur. Il aime pas perdre. Non. Après, voilà, il est par moments, certains le disent un petit peu froid. Bon, il faut le connaître. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul, comment dirais-je, il réfléchit beaucoup à tout ce qu'il va dire. Donc tous les mots ont du sens et on le voit bien dans ses conférences de presse. Tout ça, c'est très très préparé. Et non, mais après, c'est quelqu'un qui est fidèle et puis qui est bienveillant. Voilà, quand on le connaît bien, c'est pas du tout l'image qu'on peut voir devant nos écrans. Fabrice, on évoquait tout à l'heure votre parcours chez les Bleus. Moi, je privilège de l'âge. Je vous ai connu à l'époque en 92, 93. Il y a eu une tournée en Argentine, puis 2 tournois sur le banc sans rentrer. Ouais. Il a fallu attendre 31 ans en 2001, si je dis pas de bêtises, pour enfiler le maillot bleu, effectivement, pour la première fois au Stade de France contre l'Australie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est particulier parce que d'abord, mon rêve ultime, c'était de jouer simplement un match en groupe A avec le maillot du SCA. Hein, donc c'était ça. J'ai réussi à faire ça en 87. Donc pour moi, ma carrière était terminée, c'était bon. Et j'étais loin d'imaginer que j'aurais pu vivre ces moments-là. Donc on le décide pas. Il y a des opportunités. J'ai eu la chance à ces moments clés, que l'aventure pour moi se continue. Et j'étais très tôt. J'étais encore en groupe B avec Angoulême lorsque j'ai fait ma première tournée. Et croyez-moi, quand vous arrivez au stage de l'équipe de France, que vous voyez Philippe Sella à la télé avec Franck Mesnel, et puis que d'un seul coup avec Louis Armari, et puis que d'un seul coup vous vous retrouvez là, à leur côté. Et vous lui dites bonjour, monsieur Cécillon. On me dit non, mais moi c'est Marc, tu vois. Bon voilà. Bon, ça fait drôle quoi. Et en fait, j'ai eu la chance de vivre avec cette génération-là qui moi m'a fait rêver devant mon écran, qu'on fait la Coupe du Monde 87. Et j'ai eu la chance de les connaître. Pierre Berbizier comme entraîneur. Bon voilà, ça a été des moments magiques. Et malheureusement, c'était la période où on ne faisait pas appel aux finisseurs. Pas aux finisseurs. Donc il y avait que les 15 et il fallait vraiment être blessé gravement pour pouvoir sortir du terrain. Donc bon, mais j'ai vécu des moments incroyables. Et puis ma blessure m'a empêché de participer surtout à la tournée des Français en Nouvelle-Zélande lorsqu'il y a eu les 2 victoires. 95. Et puis 95, la Coupe du Monde, quoi. Voilà. Ouais. Et puis le hasard fait que 6 ans plus tard, alors que je m'attendais absolument pas à revenir sous le maillot bleu, j'étais trop vieux.
Eh ben, bon, la saison incroyable du Stade français, et puis Bernard Laporte qui décide de sélectionner 8 joueurs du Stade français dans le 15 de France. Ouais. C'était, je me souviens, contre les Blacks, un des titres de l'équipe, c'était le Stade français face aux Crusaders. Donc c'était, bon voilà, et puis j'ai eu cette chance de vivre 4 matchs, même si j'aurais aimé en vivre plus, mais bon. Pour moi, ça a été que du bonheur. Je m'y attendais pas, donc je croyais moi que ces quelques moments, ces 2 années avec le maillot bleu, j'ai savouré ces moments, mais chaque instant, et j'ai fait partager ça à tout mon entourage et à tous les copains. Justement, ce match à Marseille contre les Blacks de John Alomou, ça reste inoubliable, cette victoire? C'est inoubliable parce qu'elle a quelque chose pareil qu'on maîtrise pas. On avait pris une déculottée face à la Nouvelle-Zélande une semaine auparavant. On avait été catastrophique. Bernard Laporte décide de ne plus nous parler. Donc ça veut dire qu'il y a silence radio et on part donc dans le centre de préparation des matchs de l'OM. Donc il y a Hidalgo qui vient, c'est tout juste... Ah non, Tapie était déjà les barreaux. Mais c'est tout juste si Bernard Tapie arrive pas. Mais donc il y avait tous les habitués de ce centre d'entraînement. La commanderie qui était là donc autour de nous. Et donc on fait notre préparation, mais c'était quasiment de l'autogestion. Bernard arrivait, mais il faisait son entraînement qui était assez court parce qu'on devait d'abord récupérer du match. Ouais. Et puis je me souviens, moi, partir... l'après-midi, gambader avec Marconnet et les copains dans les centres commerciaux pour passer le temps, quoi. Et on se dit, de toute façon, on reviendra plus en équipe de France, c'est pas grave. Et là, on se prépare comme ça. Bernard fait un petit briefing tout bête du match. Et en disant, bon, allez, on y va. Puis voilà, on fait le match et puis au revoir à tous, hein. Et au moment de partir, personne ne prévoit que le match, il est à 20h ou 20h30, qu'il y a un embouteillage monstre entre Aix-en-Provence et le Vélodrome, et que la préfecture n'a pas autorisé la police à faire une ouverture exceptionnelle. Donc on se retrouve comme toutes les personnes lambda coincées dans les embouteillages. Et là on voit l'heure défiler et on se dit on sera jamais à l'heure pour le coup d'envoi. Et là ça devient un sketch, c'est-à-dire que la porte du bus s'ouvre, Joe Mazot qui était le manager descend sur l'autoroute et pousse. Mais nous sommes l'équipe de France, on joue les Blacks dans 1 heure, mais ça bouge pas. En fait, on arrive, le chauffeur, il passe par des raccourcis. Enfin bref, on arrive à l'opposé de l'entrée des joueurs. On est tous en survêt. Ils ouvrent les portes. Allez au vestiaire. On part en petite foulée, on traverse les salons. Il y avait déjà tous les invités qui étaient en train de faire leur festa, les hospitalités. Au moment où on rentre en vestiaire, on voit les Blacks qui nous voient rentrer au vestiaire alors qu'eux sortent de l'échauffement. Bon bref, on s'est changé immédiatement. On va sur le terrain dès qu'on est rentré, mais c'était 8h moins le quart, c'était 20 minutes avant de rentrer. Là-dessus, une ovation, un truc de fou. On lève 2 fois les genoux, 3 montées de genoux, 2 talons-fesses. Un peu dominé d'épaule. Et là, Fabien Pelouse, il dit, bon les gars, allez, on fait un demi-tour de terrain. Donc on fait un demi-tour de terrain dans une ambiance, mais surchauffée. On rentre, la Marseillaise. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Mais vraiment pas. Et là, Garbajosa qui met le feu au stade Vélodrome, Magne euphorique, et au bout de 15 minutes, on mène 17-0. Et à la fin du match, il y a 42-33, quelque chose comme ça, et on se dit, mais d'où on vient, quoi. Ça flingue toutes les méthodologies de la Terre. Et les Blacks, on les a sciés comme ça, sciés. Voilà, bon, après, on a bien fêté ça. Bernard Laporte, finalement, était très content. Parlé, là. Il a parlé, il était super content. Et il nous a dit, si vous n'êtes pas trop bête, on se verra peut-être pour le tournoi au mois de janvier. Donc, voilà. Justement, on y vient, Fabrice, le tournoi. Vous avez joué un seul match du tournoi. En avril 2001, après cette période-là, c'est la seule fois où il y a eu 2 Charentais en équipe de France, puisqu'il y avait Gérald de Merceron également à l'ouverture. Malheureusement, c'était pas un très bon souvenir. Lourde défaite, 48-19, je crois, j'avais noté. Ouais. Vous finissez là-dessus, l'aventure en équipe de France, c'était... Ouais, c'est fini en queue de poisson, vraiment. Ouais. Alors, je peux pas regretter ce qui s'est passé parce que l'avant était tellement magique qu'on peut pas regretter, mais je me suis blessé 1 semaine avant l'entame du tournoi. Bernard Laporte m'avait dit que je serais le titulaire pour le tournoi 2001 et pour moi, disputer le tournoi en tant que titulaire, c'était un rêve qui allait aboutir. Et la semaine qui précédait le rassemblement en Coupe d'Europe, je me suis fait un abago. Et donc quand j'ai rejoint le staff de l'équipe de France le lundi, on jouait le samedi contre l'Écosse, et par souci d'honnêteté, j'ai pas masqué ma blessure, et puis j'ai dit non, je préfère que ce soit quelqu'un qui soit à 100% de ses moyens, donc j'ai pas pu jouer le match contre l'Écosse. C'est Raphaël Ibanez qui a pris la place de titulaire.
Et à partir de ce moment-là, quand je suis revenu dans le groupe, c'était pour le match. Donc j'ai pas participé à 2 matchs. Et donc quand je suis revenu dans le groupe pour faire le match contre le Pays de Galles, j'étais remplaçant. Il y a eu défaite contre le Pays de Galles, donc j'espérais intégrer. C'était en Italie. Et en fait, je suis pas rentré sur ces matchs-là, alors qu'en Italie, on était largement devant. Et je suis rentré à la 50e minute pour ce dernier match à Twickenham, mais où les Anglais ce jour-là c'était des supersoniques. Ouais. Et bon, j'ai fini sur ce match-là, mais j'ai joué à Twickenham, le temple du rugby. Et voilà, pour y être allé plein de fois en tant que spectateur, de pouvoir à la fin du match pouvoir me mettre dans la baignoire du vestiaire de Twickenham, honnêtement, voilà, ça n'a pas de prix, même si on prend 50 points. On était alors à 18 mois de la Coupe du Monde en Australie, là, le train il était passé. Oui, le train était passé. Alors, je sais que Bernard avait envisagé un moment, juste après la tournée d'automne, pour les garçons comme moi, qui avaient plus de la trentaine, de faire des contrats fédéraux. Il parlait déjà de ça pour nous préserver, faire un nombre de matchs particulier, parce qu'il comptait sur moi pour un des 3 talonneurs pour m'emmener en Australie. Et puis, les prestations du tournoi qui avaient été très, très mitigées, avec 2 défaites quand même à domicile. Bernard avait dit non, maintenant il faut que je parte avec une nouvelle génération, et puis c'était logique, quoi. Donc Yannick Bru m'a succédé ensuite au poste. Juste pour revenir à notre sujet du début, le tournoi, c'est quand même un parfum particulier en dehors des tests matchs que vous avez pu vivre. Ah oui, c'est quelque chose qui est le tournoi Destination, c'est quelque chose, c'est le rendez-vous du grand public pour tous les Français. La tournée d'automne, ils savent pas trop, mais les 6 nations, voilà, on a encore en tête tous ces grands chelems. C'était nos samedis après-midi devant France 2 avec Roger Coudert et Pierre Salviac ensuite. C'est le grand rendez-vous. Et puis c'est là où je pense que à l'unisson le peuple français derrière son équipe et puis c'est toujours nos meilleurs adversaires, quoi, ces Européens avec des grandes rivalités. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de disparités entre les nations et là honnêtement depuis 5 ou 6 ans, on ne sait pas qui va remporter le tournoi, donc c'est encore fabuleux, quoi, de vivre ça. Ça nous met en appétit pour le week-end qui arrive. Oui, on a hâte. Moi j'ai hâte vraiment de savoir ce qu'est capable de faire cette équipe de France et comment elle va entamer, parce que c'est charnière. La Coupe du Monde est proche et je pense qu'il faut, comme dans un combat de boxe, marquer les esprits de ses adversaires. Et tous les résultats sont scrutés par tout le monde et on verra les forces et les faiblesses et la force mentale de ce groupe. Donc là, il y a un gros challenge. J'ai lu, en tout cas, à travers tous les médias, que l'objectif, c'est pas de conserver son titre, c'était d'aller en gagner un autre. Dixit Laurent Labitte. Et ça, je trouve que c'est déjà une belle prise de position. Donc voilà, cette équipe de France, est-ce qu'elle aura les épaules, est-ce qu'elle aura le caractère pour aller faire ces 3 matchs à l'extérieur? Donc on va voir déjà comment ça va se passer dimanche après-midi. La bonne nouvelle pour les lecteurs de Charente Libre et les internautes, c'est que vous allez travailler un peu avec nous pendant ce tournoi. En tant qu'observateur. En tant qu'observateur, complètement. Bénévole. Bénévole. Il nous a assuré quelques chroniques, on en reparlera. C'est un plaisir d'écrire toujours, Fabrice. Alors c'est drôle parce que j'étais pas forcément un excellent élève, mais j'aime beaucoup écrire. Et j'ai eu la chance d'écrire pour Libération, pour l'équipe, donc pour la Charente Libre. Et c'est un moment, où il y a plein de petites choses qui se font. Et même, je suis pas un grand écrivain, mais par contre, j'aime bien donner mon avis, mon ressenti. Et puis, ça me parle de quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est avec plaisir c'est avec plaisir que je ferai. Je contribuerai en tout cas à votre chronique. Bon, on est super content de ça. D'ailleurs, on vous a préparé un questionnaire. Une petite surprise, non, Johan, voilà. Ah oui. Très bien. La carte de presse c'est super. 2023. Je l'avais pas celle-ci. Très content. Vous validez la photo? Oui, c'est bien. Elle n'est pas d'actualité, mais elle est bien quand même. Elle est bien. Voilà. Pour l'abattement fiscal, il faudra voir avec le rédacteur en chef, Armel Denis. Je verrai avec lui alors. Bon, voilà. Parce que vous faites pas des enveloppes en liquide, vous. Ça n'existe plus. Ah mince. Il n'y a plus le droit. Merci messieurs. On va refermer cette page rugby. On va parler un petit peu de football. C'est l'équipe du week-end. L'équipe du week-end, donc élue par les entraîneurs de D1 et de D2 en district. Ça faisait quelques semaines qu'il n'y avait pas eu d'équipe du week-end. Donc c'est reparti cette semaine. On va voir cette équipe qui s'affiche avec notamment le gardien de Saint-Michel, Johnny Autant. Saint-Michel qui a écrasé la couronne 8-0
Donc si en plus le gardien a fait des arrêts, ça veut dire qu'il y a eu un match très déséquilibré. À noter aussi la présence de Dylan Closier qui a inscrit un doublé pour Chasseneuil au classement des étoiles qui fait le bilan depuis le début de la saison. Dylan Closier et David Salgado rejoignent d'autres joueurs à 5 étoiles. C'est toujours Guillaume Liquan qui est en tête avec 6 étoiles. On passe à la troisième partie, c'est l'Instory Match. L'Instory Match, Nicolas, avec une belle action de football encore. Ouais, c'était une grosse crème de la crème cette semaine. Il y avait 7 vidéos en ligne. On voit que les gens jouent le jeu, les clubs. Et donc, c'est Lucas Lévesque de Linard contre Chazelle qui a mis un magnifique but. On le regarde. Économie d'énergie pour l'éclairage, cette reprise. Voilà, petit filet. Ouais. Voilà, joli dribble avant. Ouais. Et donc on retrouvera on peut retrouver l'interview de Pierre Husson, cofondateur de Rematch, avec un tuto qui explique comment fonctionne cette application gratuite. Une interview que vous avez réalisée, Kevin. Ouais, qui est sur le site internet, parce qu'on a eu des messages justement pour nous demander comment ça marche Rematch. Donc il faut aller sur le site internet, vous cliquez Rematch et vous aurez cette petite interview de Pierre Husson et le tuto. Alors j'ai oublié, donc la lauréate c'est Valérie Nanglard qui gagne un bon d'achat avec notre partenaire Stadium La Couronne. Bon d'achat de 30 €, je crois que c'est son deuxième. Exactement, ce qui, si je compte bien, Nicolas lui fait 60 €. 60 € de bon d'achat. Bien, mais J'y arrive encore. Allez, c'est fini pour cette partie sur Rematch. On passe à notre nouvelle partie, l'agenda. Et on commence avec le rugby. Eric, qui a un déplacement crucial pour le SA15 à Béziers ce vendredi. Ouais, crucial, comme vont l'être tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, le SA15 est 15e en position de relégable. Il a essuyé une 6e défaite consécutive contre Colomiers vendredi dernier à Chanzy. On a vu Guillaume Laforgue cette semaine en conférence de presse. On est revenu avec lui sur les effets de cette spirale négative. Et il a tout de même tenu à mettre en avant l'état d'esprit du groupe, malgré les défaites qui s'accumulent. On l'écoute. Quand tu es dans cette spirale-là, où tu vois le classement, que tu n'avances pas, que devant ça prend des points, quand tu as des matchs que tu tiens et tu n'arrives pas à fermer la main pour garder la victoire, forcément que psychologiquement tu es atteint. Ouais. Après, pour autant, Rémi vous l'a dit, le groupe le dit toute proportion gardée, mais bien. Je veux dire, les mecs ne se prennent pas le chignon, se mettent pas de coups de fusil à l'entraînement. Voilà, il y a de l'implication, il y a du sérieux, du travail. Voilà, il faut que maintenant on est dans une urgence de points et j'espère qu'on va au moins en prendre un petit ce week-end. Oui, Béziers, SA15, vendredi 19h30, stade de la Méditerranée, à suivre comme d'habitude en direct audio et écrit sur charentelibre.fr. Et samedi, il y aura du football avec notamment l'SJ Soyaux qui reçoit Fleury. Samedi, 13h45, la 14e journée de D1 féminine. Un match compliqué pour Soyaux qui est avant-dernier, relégable à 3 points de retard de Guingamp. Surtout que Fleury, 4e, est désormais une des grosses cylindrées de ce championnat de D1 Arkema. Il y aura aussi du foot en soirée avec l'ACFC qui se déplace chez Gol FC dans la banlieue lyonnaise pour la 17e journée de National 2. Battu à Trélissac lors du dernier match, Angoulême est 10e à 12 points du leader. Donc il regarde désormais un petit peu plus vers le bas du tableau malheureusement. À noter que Léo Fichten, un des meilleurs joueurs de l'ACFC, a quitté le club la semaine dernière pour Gol FC. Il ne jouera pas ce week-end, mais c'est un manque de plus pour l'ACFC. Donc vous pouvez retrouver son interview dans CL ce vendredi. Et dans la soirée, Nicolas, il y aura du rugby et du handball. Oui, du rugby d'abord. Alors il y a une petite erreur sur l'agenda. En tout cas, l'horaire du match a changé. L'UBJ qui recevra Nantes à 17h samedi à Jonzac en raison du match de rugby Italie-France le lendemain. Ils ont avancé une journée. C'est un match en retard puisqu'il avait été reporté pour terrain impraticable. C'est pas un cadeau pour l'UBJ qui enchaîne les gros. Ils ont fait trembler le leader Langon, mais c'est pas passé le week-end dernier. Et là, c'est Nantes qui est 4e et qui est assez costaud au niveau de cette poule de fédéral. Nantes entraîné par Mirko Bergamasco, ancien coéquipier Fabrice au Stade Français. Oui, je l'ai entraîné effectivement quand il est arrivé d'Italie avec son frère. Et moi, j'ai eu la chance de l'entraîner jusqu'à mon départ, jusqu'en 2009, avant qu'il rejoigne le Racing. Voilà.
Un petit mot sur l'UBJ, vous suivez ça, ça travaille Ouais, bien depuis moi, quelques années. Oui, bien sûr. Non, moi, je suis tous les résultats qui se passent au niveau du rugby, bien sûr, dans notre territoire, et puis bien sûr l'UBJ. Alors, encore une fois, quoi, il faut absolument que soit l'UBJ, l'UCS et le SA15, il faut absolument rester au plus haut niveau possible, parce qu'aujourd'hui, il y a toute cette effervescence qui est au travers le rugby. On a besoin de garder des équipes à haut niveau pour pouvoir conserver nos jeunes et puis pour pouvoir être attractifs. Donc, j'espère que l'UBJ, c'est vrai qu'ils ont une très très grosse poule. J'espère que l'UBJ arrivera à se maintenir et puis à rester en Fédéral 1 la saison prochaine. Et je pense que la deuxième saison sera un peu plus facile. Et pour terminer, Nicolas, du handball. Ouais, du handball, le triptyque ACH, Aljo et Tech qui jouent. D'abord les filles, l'Aljo qui est toujours dernière avec 0 victoire, qui va chez le deuxième du championnat. À 19h samedi, elles en avaient pris 36 à l'aller à la maison, donc ça risque de faire lourd. Ce sera probablement plus facile pour l'ACH à 20h à la Grand Fond, 4e l'ACH qui reçoit La Roche-sur-Yon, 11e, même si elles avaient perdu à l'aller, donc méfiance. Et chez les garçons, les Tech co-leader qui ira à 19h à Iris-Artarac au Pays Basque, où c'est toujours très 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 chaud d'aller gagner là-bas. Et d'ailleurs, à l'aller, il ne s'était imposé que de 3 buts. Petite chose de Fabrice, on sait que votre frère David était un excellent footballeur. Et vous? Le football? Moi, mon père, il m'a tout de suite mis dans les buts, parce que j'avais 2 pieds gauches. Donc, non, il a dit, t'es pas fait pour ça, mon garçon. Mais j'ai joué un petit peu quand même, hein. Ouais. J'ai cumulé rugby et puis football. Et dans mon village de Puy-Moyen, il m'arrivait de jouer avec la réserve. Et puis, j'ai fait un match en équipe 1. Voilà, donc j'étais très content. Et mais non, après, c'est pas pour moi. Non, c'est trop compliqué. Bon, merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Fabrice d'être venu danser le sport. Merci Eric, merci Nicolas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est le sport. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.